Commençons par le combat Dontel Mace contre Nascimento. Dontel a 10 cm de taille et 3 cm d'allonge en plus que Nascimento. L'un comme l'autre, ils sont quand même plutôt moyens, puisque d'un côté, Dontel, c'est principalement un striker qui compte trop sur sa garde. Il l'utilise comme ferait un boxeur en anglaise. Il fait la tortue. Mais si ça marche en boxe anglaise grâce à la grosseur des gants, en MMA, ça ne marche pas du tout. Et ça sert surtout à obstruer son propre champ de vision. D'ailleurs, contre Abdel Wahab, il l'a payé assez souvent et ses coachs devaient trembler assez fortement quand même. Le problème, c'est qu'il se repose, comme je disais, trop sur cette garde, mais parce qu'il ne compense pas avec des mouvements de buste, de tête, des parades, ou en mettant par exemple un bras en extension devant lui pour dévier les coups comme le faisait John Jones. Mais surtout, son niveau en grappling est plutôt faible. D'ailleurs, dans son premier affrontement contre Nascimento, il lui a pratiquement offert son dos, puisqu'il s'est relevé sans contrôler les mains, les hanches ou une jambe de Nascimento. Et a priori, il n'a pas amélioré ce niveau depuis le combat contre Nascimento. Ainsi, on peut s'attendre à un résultat similaire dans ce deuxième combat. Et donc, le pronostic, ce serait soumission au deuxième ou au troisième round sur une erreur de Dontel. Côté Paris, c'est plutôt attrayant, puisqu'on a Nascimento à 1,40 et Maes à 2,65. Du coup, victoire de Nascimento au deuxième ou au troisième round, ça devrait être entre 8 et 10 pour le deuxième et 10 et 12 de côte pour le troisième. Ce qui me semble être un risque raisonnable, hein, là, parce que on a quand même de bonnes chances que ça arrive et en même temps ça peut bien rapporter. Mais c'est franchement pas le combat le plus intéressant à analyser et ce sera sûrement pas le plus agréable à regarder. C'est pour ça que je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et donc maintenant là, Borralho contre Abus Magomedov. Entre les Brésiliens et les combattants de l'Est, on est servi au niveau de la prononciation. D'ailleurs, les linguistes ne m'assassinez pas. Pour ça que je préfère rester anonyme et pas montrer, on sait jamais. Des fois que j'écorche les noms des personnes qui viennent des mauvais endroits de cette planète. Et alors, dans ce combat, c'est assez marrant parce que on a deux combattants qui sont très facilement définissables, peut-être même trop, hein. L'un comme l'autre, on pourrait leur mettre de grosses étiquettes dessus avec 2-3 termes qui suffiraient à les définir dans leur style de combat. Et en gros, Borralho, c'est un karatéka qui a un très bon jiu-jitsu et qui quand même expose pas mal son menton. Et de l'autre côté, on a le combattant pied-point qui est très explosif mais qui n'est bon que dans le premier round. Parce qu'il cherche beaucoup trop le KO et du coup il a beaucoup de difficultés à économiser son énergie. Du côté de Borralho, ce qui va vraiment être un danger pour lui, c'est qu'il a besoin d'espace pour sautiller en avant, en arrière. Surtout qu'il utilise principalement ce mouvement-là pour esquiver, pour ne pas trop prendre de dégâts. Alors ce sera vraiment impératif pour lui d'empêcher Abus de le coincer contre la cage, parce qu'il expose toujours son menton quand il a des échanges de coups. Et là où il le fait le plus, c'est quand il envoie des crochets. Tout ça combiné avec une garde basse, ça laisse quand même présager la possibilité qu'il prenne un KO. Comme beaucoup d'autres combats, il va se gagner quand même à l'intelligence de l'un ou de l'autre. Parce que de mon point de vue, si Abus envoie beaucoup de low kick, il arrivera à enlever à la fois la défense de Borralho et son attaque. Les caractéristiques physiques, quant à elles, elles vont quand même peser, puisque Borralho fait 1m85 pour 191 cm d'allonge, et Abus fait 1m88 pour 198 cm d'allonge. Comme il est meilleur en striking, le fait d'être en plus grand et avoir une meilleure allonge, ça va vraiment être un point fort pour lui. Il pourra envoyer ses jabs, cross et front kick tips de beaucoup plus loin. En résumé, pour ce combat, le pronostic est assez simple. Soit Abus fait voilà, tout ce que j'ai pu décrire avant et il gagne par KO au premier round, soit il perd parce que Borralho aura réussi
à rester à distance ou que Abous l'aura laissé rester à distance. Comme Abous sera probablement quand même bien fatigué dans le deuxième et le troisième, ce serait vraiment pas étonnant que Boralo le soumette au deuxième ou au troisième round. Et après là, côté Paris, c'est un combat intéressant puisqu'on a Boralo à 1,25 et Abous à 3,40. Ainsi donner Abous au premier round, c'est quand même attrayant. Parce que même si c'est quand même un risque, ça semble un risque mesuré qui rapporte bien. Malheureusement, il y a de grandes chances que beaucoup d'autres parieurs se disent qu'il y a quand même un coup à faire au premier round et que la cote baisse à cause de ça. Il faudra voir d'ailleurs quand les cotes sur la méthode de victoire seront disponibles. Enfin voilà, là aussi c'est pas un combat sur lequel gloser pendant 3 heures est super utile. Je vais passer au dernier de la main card. Armand Petrosian contre Rodolfo Vieira. Les matchmakers, ils doivent avoir un humour bien à eux, parce que sur cette carte, on a presque que des strikers contre des grappleurs. Mais je ne vais pas m'en plaindre, parce que pour les analystes, c'est une aubaine. Parce que après, il suffit en fait de déterminer lequel des deux a les plus grosses lacunes dans le domaine que l'autre maîtrise le mieux. L'avantage, c'est que Petrosian, on l'a vu contre Boralo. Contre Boralo, qui est un très bon grappleur. Et il a de très bons réflexes, Petrosian, au sol. C'est-à-dire qu'il maîtrise les mains de l'adversaire, il maîtrise les hanches de l'adversaire, il place des underhooks, des overhooks. Quand Boralo essayait de placer une rear naked choke, il saisissait ses mains, il l'empêchait de former un crochet avec ses bras pour ensuite faire levier. Par contre, de l'autre côté, pas en dire de même, parce que Vieira, il est assez catastrophique debout. Parce qu'il a ce très mauvais réflexe de faire la tortue, ce qui est, comme je disais avant, bête quand on a des gants de MMA. Il est quand même relativement lent debout, il n'a pas vraiment de mouvement de buste, de mouvement de tête, d'esquive en général qui soit très efficace. Mais le problème, c'est que Petrosian, il a que des décisions dans ses victoires à l'UFC. Et Vieira est plutôt tenace, d'autant qu'il peut utiliser son sol pour temporiser, pour ralentir le combat. Mais bon, il n'empêche que le pronostic le plus logique, ça me semble être Petrosian par décision. Et les deux méthodes de victoire qui sont moins probables, c'est soit KO de Petrosian, plutôt quand même au deuxième ou au troisième round, ou soumission Vieira, aussi au deuxième ou au troisième. Et côté Paris, ce n'est pas inintéressant, puisqu'on a Vieira à 1,90 et Petrosian à 1,75. Je suis bien que Petrosian dans un combiné par décision ou victoire tout court par toute méthode, être plutôt une bonne option. Sur ce, j'en suis à la fin de la vidéo. Ce sera sans doute pas la carte la plus intéressante qu'on ait vue, mais espérons qu'on n'ait pas de nouveau des Deus Ex Machina qui nous foutent le bordel dans nos pronostics. Parce que c'est bon, il y en a marre quand même. Après Fidiev qui se casse la jambe, même pas en frappant le bras de Gamrot, mais juste avec son pied d'appui. Et Bobby Green qui nous sort un one punch knockout alors que ça lui est jamais arrivé avant, ça devient vraiment n'importe quoi. Comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous donne rendez-vous à la prochaine carte. Croisons les doigts pour que cette Fight Night Sao Paulo soit quand même agréable à regarder et qu'il n'y ait pas trop de combattants qui se désistent.